Donc, papier d'aujourd'hui, hémodynamique sanguine. Donc, je m'intéresse à la biophysique des parois vasculaires. Les parois vasculaires. Donc, le comportement des parois vasculaires. Donc, on va commencer par un certain nombre de définitions. Rhéologie des tissus vasculaires. Je vais commencer par la rhéologie des tissus vasculaires. Donc, c'est quoi la rhéologie? Donc, la rhéologie est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte. Donc, vous avez de la matière, vous appliquez une contrainte. Vous appliquez une contrainte. D'accord, sur cette matière. Le résultat de cette contrainte, vous allez obtenir quoi? Une déformation. Donc vous obtenez une déformation. Donc vous avez un matériau, une matière, un fluide. Donc si vous appliquez donc une contrainte, le résultat de cette contrainte va être une déformation. D'accord. Donc la rhéologie est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte due à l'application d'une force extérieure. Donc si j'applique une force extérieure, donc ce qui se résume par cette contrainte, donc j'obtiens une déformation. Donc définition de la contrainte. Contrainte. C'est quoi la contrainte? Donc pour un corps solide ou liquide de section S, soumis de part et d'autre à une force F, perpendiculaire à cette surface, par exemple, vous avez une tranche, un matériau, parallélépipède, comme ça. Donc, si j'applique de part et d'autre une force F, comme ça, ou comme ça. D'accord? Soumis de part et d'autre à une force F perpendiculaire à la surface S, donc voici la surface sur laquelle j'applique la contrainte, de cette force. Donc la contrainte, ou l'effort, la contrainte est définie comme étant sigma est égal à F sur S. D'accord? Donc vous reconnaissez ici l'expression d'une pression, elle est homogène à une pression. Donc, son unité, c'est newton par mètre au carré. Donc, la contrainte sigma est équivalente à une pression. D'accord. Maintenant, on distingue donc deux types de contraintes. Contrainte de pression. Contrainte. C'est là où intervient la différence avec la pression. Contrainte de pression. D'accord? Ou de compression. Vous avez ici une compression. Donc, dans ce cas, regardez, voilà. Donc, vous avez cette tranche de matériau. Donc, j'applique une force de part et d'autre du matériau. Donc, j'exerce une compression. Donc, il est comprimé. D'accord? Donc ça, compression. Donc contrainte de compression. On distingue donc les contraintes de pression ou de compression. Très bien. Donc dans ce cas, les forces sont dirigées vers le corps, comme on vient de le voir. Et les contraintes de tension. Deuxième cas, contrainte de tension. Alors, dans ce cas, les forces sont dirigées de part et d'autre vers l'extérieur. Donc, ils exercent une tension sur le matériau. D'accord? Comme on l'a vu dans la dernière, vous avez une membrane. Si j'applique comme ça, une force comme ça, une force comme ça, donc j'essaie d'étirer. Donc, c'est des forces de tension. D'accord? Donc, c'est des forces qui sont dirigées vers l'extérieur.
des forces de tension, des forces dirigées vers l'extérieur. Très bien. Troisième point, notion de déformation. Donc on vient de voir maintenant, c'est quoi la contrainte. Donc il y a des contraintes de compression, il y a des contraintes de tension. D'accord. Maintenant, la notion de déformation. Déformation, c'est quoi? Donc à la suite de l'application d'une contrainte sur un corps, j'applique une contrainte sur un corps, solide ou liquide, ce dernier subit bien évidemment une déformation. D'accord. Ce que nous appelons déformation, c'est la variation relative de longueur. Donc, déformation, c'est la variation relative de longueur, donc delta L sur. D'accord. Donc vous avez, par exemple, un objet comme ça, un parallélépipède. Donc j'applique une contrainte de tension comme ceci. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un allongement. Un allongement, donc ça de longueur L, il va y avoir un allongement delta L. D'accord? Ou si j'applique donc une compression, donc il va y avoir un rétrécissement de la quantité delta L. D'accord? Donc la déformation, c'est quoi? Ici donc, sa longueur va diminuer dans le cas de la compression. Ici, sa longueur va augmenter dans le cas de la tension. D'accord? Donc la déformation, c'est quoi? C'est donc la variation de longueur, variation relative de longueur. Ok? Est-ce que c'est clair ce point? Donc, contrainte, déformation. Donc, contrainte, deux catégories, donc compression et de tension. D'accord? Donc, à l'application de la contrainte, vous avez une déformation qui est la variation relative de longueur de l'objet. D'accord? Donc, une fois qu'on a défini donc, ces deux notions, on va passer à la formulation mathématique, aux lois physiques qui gouvernent ces phénomènes. Donc, la loi de Hooke, quatrième point, loi de Hooke. Alors, la loi de Hooke, c'est quoi? Elle nous permet de mettre en évidence l'existence d'une zone élastique dépendant des propriétés du matériau, indépendamment de sa forme. Donc la loi de Hooke va nous permettre de trouver une zone d'élasticité, donc le matériau. D'accord? Indépendamment de sa forme géométrique, elle se manifeste par la proportionnalité entre la contrainte appliquée et la déformation. Donc on applique, je vais prendre un parallélépipède, comme ça. Donc j'applique, par exemple, une contrainte, d'accord, F sur cette surface. Donc ça de largeur X et de longueur L. Donc on applique une force de contrainte F sur la face latérale, sur cette face-là. Sur la face latérale du parallélépipède. Ok. De section S et de longueur L. Donc il y a une section S et de longueur L. D'accord. La contrainte sigma en fonction de la déformation delta L sur L. Donc en faisant donc l'expérience, donc on va voir que pour une contrainte donnée, sigma, elle est proportionnelle à la déformation delta L sur L. D'accord? Il y a une proportionnalité entre les deux, mais pas dans n'importe quelle région. En faisant donc l'expérience, on trouve la courbe suivante. Donc ça c'est contrainte en fonction de déformation delta L sur L. Donc, dans un premier temps, on va trouver une zone de linéarité. Une zone de linéarité. Et puis, vient une autre zone.
on perd la linéarité. D'accord? Alors, dans la zone de linéarité, si je relâche ma contrainte, le matériau revient à son état initial. Donc, il était là. Donc, si je relâche, par exemple, jusque ce point-là, j'avais une déformation, il revient. D'accord? Donc, dans la zone de linéarité, à l'application de la contrainte, donc, si je supprime la contrainte, le matériau revient à son état initial. Donc, cette zone-là, on l'appelle zone d'élasticité. Zone d'élasticité. Donc, le matériau se comporte de manière élastique. Donc, c'est comme un élastique. Donc, vous tirez, donc, vous enlevez la contrainte, elle va revenir à son état. Pour le ressort, par exemple. D'accord? Donc, vous tirez sur le ressort. Donc, quand vous lâchez, le ressort revient à son état initial. Très bien. Au-delà d'une certaine limite, apparaissent des déformations sur le matériau. Donc, je rentre dans la zone de plasticité. Plasticité. D'accord? Donc, dans la zone de plasticité, par exemple, j'applique une contrainte jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Quand je relâche, le matériau va revenir à un état qui est différent de l'état initial. D'accord? Il s'est déformé. Donc, il va se déformer de manière irréversible. D'accord? Au-delà de la zone d'élasticité, le matériau se déforme de manière irréversible. Il ne va pas retrouver son état initial. Certainement, vous avez tous fait l'expérience. Vous prenez un ressort, vous appliquez une force, donc vous allongez le ressort. Au-delà d'une certaine limite, vous allongez plus, le ressort va se déformer, ne va plus revenir à son état initial. Donc, certainement, vous avez tous fait cette expérience. Donc, je suis maintenant dans la zone de plasticité. D'accord? Donc, je sors de la zone d'élasticité. Si j'applique encore plus la contrainte, donc j'obtiens une rupture dans le système. Donc, il va casser. D'accord? Point de rupture. Donc ça, c'est un point de rupture. D'accord? Donc vous avez un matériau, vous appliquez une contrainte. Au début, donc, il s'allonge, et puis il se déforme. Au bout d'un certain temps, il casse. En point de rupture. Donc je déforme carrément, je détruis carrément le système. Au niveau du point de rupture. Est-ce que c'est clair? L'expérience? Très bien. Alors, ce qui nous intéresse, pour la loi de Hooke, c'est la zone d'élasticité, où nous avons une proportionnalité entre la contrainte et la déformation. D'accord? Donc, la contrainte est égale à, c'est linéaire, donc il y a une constante, fois delta L sur L. D'accord? Alors, cette constante, on l'appelle module de Young. E, module de Young. Donc, c'est une propriété, c'est une caractéristique mécanique du système. D'accord? C'est une propriété intrinsèque, mécanique du système. Est-ce que c'est clair ce point? C'est bon? Très bien. Donc, on récapitule. Donc, on applique une force de contrainte F sur la surface latérale du parallélépipède de surface S et de longueur L. La contrainte sigma en fonction de la déformation delta L sur L peut être représentée par la courbe qu'on vient d'expliquer. D'accord. Donc, on distingue une zone d'élasticité, une zone de plasticité et puis un point de rupture qu'on vient d'expliquer. Dans la partie linéaire de la courbe, la zone d'élasticité, donc vous avez la loi de Hooke qui s'exprime de cette manière. Sigma est égal à E delta L sur L. Donc vous voyez très bien que la dimension du module de Young, c'est une pression. Donc delta L sur L, c'est son dimension. Donc la dimension de la contrainte, c'est une pression. Donc E possède la dimension d'une pression. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui. On va savoir si on a exercé une pression ou si on a exercé. Ah, une pression, c'est ça? Non. La contrainte? On retrouve la valeur. Pardon? On retrouve
Non, tout dépend du phénomène. D'accord, comme c'est. Oui. C'est pas un jeu. D'accord. C'est valable dans les deux sens. Donc, la contrainte est valable soit en compression, soit en tension. D'accord. La loi de Hooke est valable dans les deux sens. D'accord. Même si le corps, quand je le comprime au-delà d'une certaine limite, voilà, il rentre dans la zone de plasticité. Mais dans la zone d'élasticité, quand je comprime et puis je relâche, je reviens à son état initial. Voilà. Et quand je le comprime au-delà d'une certaine limite, donc, il va être discret. Voilà. Donc c'est le point de rupture. Donc cette loi est valable en traction. Donc, traction, ici. Ça c'est force de tension. Traction. Donc j'exerce une traction sur le système. D'accord. Soit en compression. En traction. Non. Ou en compression. Donc traction, ça fait appel à des forces de tension. Donc traction en tension. D'accord. Ou en compression. Donc cette loi est valable dans les deux sens. Très bien. Donc plus, on remarque ici que pour une contrainte donnée, plus E est important, plus delta L sur L est faible. Donc plus le module de Young est grand, plus la déformation est faible. D'accord. Pour un matériau, plus le module de Young est important, plus la déformation est difficile. C'est une sorte de résistance en fait. Voilà, donc une résistance du matériau à la déformation. Effectivement, merci. Donc on marque, donc plus E est grand, donc la déformation, donc plus le module de Young est grand, plus la déformation est faible. Très bien. Donc on va voir un petit aspect mathématique de ça, un petit développement. Donc, sigma, on sait quoi? C'est une force par unité de surface est égale à E delta L sur L. D'accord. Donc F égale à S E delta L sur L. Alors S, la surface latérale, c'est quoi? Donc ça va être X fois E, ça va donc E, c'est l'épaisseur de la plaque. Donc égal à X E delta L sur L. Donc ce qui me donne F sur X. Donc F sur X égale à E delta L sur L. Alors cette quantité on l'appelle l'élastance. Élastance. F sur X, vous reconnaissez ça, on l'a fait la dernière fois, c'est une force par unité de longueur. Donc c'est cette force-là qui est appliquée sur toute la longueur du matériau. Alors c'était quoi? Voilà, c'est une tension. Très bien. C'est une tension superficielle. Donc ça c'est gamma. Ce que nous avons appelé la dernière fois gamma. D'accord. Est égal à E fois E delta L sur L. D'accord. Donc avec gamma, c'est la tension superficielle. Donc on vient de montrer ici qu'il y a une relation entre la tension superficielle et la déformation. Donc on continue. Cinquième point. Donc, élasticité de la paroi artérielle cylindrique. Donc, la paroi artérielle est cylindrique. Donc, on va voir son élasticité et son lien avec la tension et tension superficielle. Donc, je vais prendre
Donc, une artère ou une veine, comme ça, elle a cette forme-là. D'accord? Donc, je vais faire un schéma. Donc, je vais faire une coupe ici. Donc, dans un vaisseau sanguin, dans une artère, dans une veine, donc vous avez des forces de tension superficielle. Donc, ils maintiennent l'artère en équilibre. D'accord? Donc, cherchons l'évolution de la tension superficielle TS d'une paroi cylindrique soumise à une contrainte tangentielle. Donc l'objectif du travail qu'on va faire maintenant, donc on va chercher la loi qui gouverne la tension superficielle, donc la loi de la tension superficielle donc appliquée à la paroi d'une artère ou d'une veine, soumise à une contrainte tangentielle. Donc les contraintes qui sont appliquées ici, donc c'est des contraintes qui sont tangentielles. D'accord? Très bien. Donc j'ouvre ça. Voilà. Donc à cette contrainte, que je note F, ici, donc le vaisseau va subir une élongation. D'accord? Il va subir une élongation. Donc la longueur initiale de la périphérie, du périmètre, de l'artère, donc c'est 2π R0. Donc, en supposant que le rayon de l'artère continue pas soumis à une pression libre, sans contrainte, est égal à donc, R0. Donc la circonférence de l'artère va être 2π R0. D'accord? Donc en appliquant la contrainte de tension, donc, il va y avoir un allongement. Et sa longueur donc, va être 2π R. Vous suivez le raisonnement avec moi. Donc, nous avons delta L sur L égale à quoi? Égale delta L sur L égale à, sur la longueur initiale, est égal donc 2π R moins 2π R0 sur 2π R0. D'accord? Donc la variation de longueur par rapport à la longueur initiale. Donc là, j'ai exprimé la déformation. Donc ça va être égal à donc delta R sur R0 est égal à R moins R0 sur R0. D'accord? Très bien. Donc la loi que nous avons vue tout à l'heure, la loi de Hooke, nous a donné que F est égal à E S delta R sur R0. Ça, c'est la loi de Hooke qu'on vient de voir. Donc, la surface S, c'est la surface latérale, celle-là. Donc, c'est celle-là, surface latérale, égale à X fois E. X, c'est la longueur de l'artère que j'ai prise. E, c'est son épaisseur. S est égal à X fois E. Donc F est égal à E, X, E, delta R sur R0. Alors F sur X, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quoi? C'est gamma.
F sur X égale à gamma est égal à E delta R sur R. Donc c'est la tension, c'est la valeur de la tension superficielle. Donc à savoir que cette force de contrainte est appliquée sur toute la longueur de l'arc. D'accord. Donc F sur X. Donc c'est la tension superficielle est égale à donc E par E et l'élastance delta R sur R. Delta R, donc c'est R moins R0. La tension superficielle, donc gamma c'est la tension superficielle, égale à E par E divisé par R0, d'accord, fois R moins R0. Ça, c'est la tension superficielle appliquée sur une arc. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on voit que la tension superficielle dans une artère, dans une veine, est une fonction du rail. D'accord? Est une fonction du rail. Donc en voyant en détail la courbe, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette courbe mathématiquement? Donc par exemple, f de x égale à x moins b. D'accord? Donc égale à x moins a b. Lorsque x égale à 0, f est égal à moins ab. Donc la courbe est comment? Elle a une pente. A c'est positif, 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 positif. Donc la pente est positive. L'intersection avec l'axe des ordonnées est une valeur négative. Donc la courbe elle est comment? Elle est comme ça. L'évolution de la tension superficielle avec l'évolution de la tension superficielle avec le rayon. Mais évidemment, la partie pour laquelle la tension superficielle est négative, je l'enlève. Il n'y a pas de tension, je ne définis pas une tension négative. La tension, je la définis comme étant une fonction positive. Donc la courbe de variation de la tension en fonction du rayon va prendre la forme suivante. C'est quelque chose de linéaire. Et l'interaction avec l'axe des abscisses, c'est au niveau de R0. Donc R0, c'est quoi? C'est le rayon du vaisseau sans contrainte. D'accord. Donc R0, c'est le rayon du vaisseau. Souvenez-vous de cette courbe-là. On va la revoir par la suite. C'est bon, c'est clair? Donc pour le comportement de la tension superficielle en fonction du rayon. Donc on voit très bien que plus la tension augmente, tension appliquée sur le vaisseau augmente, plus le rayon augmente. Oui. Donc le rayon de l'artère et de la veine augmente avec la tension appliquée sur elle. D'accord? Très bien. Sixième point, on va revenir à la loi de Laplace. Donc la loi de Laplace, celle que nous avons vue la dernière fois, donc elle nous donne la tension superficielle en fonction d'une différence de principe. Donc T en fonction de la différence de principe. Donc sixième point, loi de Laplace appliquée à un vaisseau sanguin. Et tension superficielle. D'accord. Donc, soit une conduite cylindrique, un vaisseau sanguin, artère ou une veine, de longueur L et de rayon R.
Une différence de pression delta P existe entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui caractérise donc une pression transmurale. Delta P égale à P intérieur moins P extérieur. Donc c'est pression transmurale. Vous avez le vaisseau, donc il y a une pression delta P entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on va chercher la loi de Laplace pour un vaisseau cylindrique. On va chercher la loi. Donc on va calculer le travail des forces de pression. Donc le raisonnement est exactement similaire à celui que nous avons fait la dernière fois. Donc on va faire le travail des forces de pression et puis le travail des forces de tension. Équilibre des forces. D'accord? Donc le travail des forces de pression égale travail des forces de pression. On va déterminer la loi de Laplace. Donc la dernière fois on a appliqué ce raisonnement à une goutte d'eau. Maintenant on va appliquer le raisonnement à une conduite cylindrique. C'est bon, c'est clair? Donc on va déterminer la loi. À une variation d'énergie W correspond à une variation de volume. D'accord. Donc une variation de travail des forces de pression correspond à une variation de volume. Vous avez le vaisseau, donc il y a des forces de pression, pression intérieure et pression extérieure. Donc le travail des forces de pression correspond à une variation de volume. Donc le rayon change. D'accord. Donc dW égale P interne moins P externe fois dV. D'accord. Très bien. Alors pour le volume d'un cylindre, vous savez que un cylindre de longueur X, de longueur L, de rayon R, son volume c'est quoi? La surface latérale fois sa longueur. La surface c'est pi R carré fois L. D'accord. Donc dV sur dr égale à, donc ici c'est le rayon qui change. Donc dV sur dr est égal à pi L, je dérive R carré. Donc c'est 2 E. Donc dV égale à 2 pi L R dr. D'accord. Donc dW, le travail des forces de pression, PI moins PE, fois 2 pi L R dr. C'est bon? C'est le même raisonnement que celui de la gauche. Ok. D'autre part, le travail correspondant en force de tension superficielle est quoi? Donc dW est égal à F, donc variation de longueur. Donc, sachant que cette force, elle est répartie donc sur toute la longueur. D'accord? Alors ici, donc pour les forces de tension, donc quand il y a des forces de tension qui travaillent, donc il y a le rayon qui change. Alors la circonférence du cylindre ou du vaisseau, c'est R. Quand j'applique des forces de tension, F, alors le rayon augmente d'une quantité dr. Le rayon augmente d'une quantité dr. Donc le rayon peut passer de R à R plus dr. D'accord, très bien. Alors la circonférence initiale, c'était donc 2 pi R. La circonférence finale,
la circonférence est passée à 2pi R plus dr. D'accord. Très bien. Donc la variation de cette force-là travaille donc, elle étire. Donc le travail de la force de tension, donc c'est F fois dr, déplacement. Donc dl, ça correspond à donc, au changement de la longueur du périmètre, de la circonférence. D'accord? Donc ça va être travail des forces de tension, dW est égal à F fois variation de longueur 2pi R plus dr moins 2pi R. D'accord? Donc de combien la circonférence a changé? Donc c'est 2pi R plus dr moins 2pi R. Donc ce qui me donne, c'est F fois, alors 2pi R s'annule avec 2pi R, il reste 2pi dr. 2pi dr. Voilà. Donc ça c'est le travail des forces de tension, forces de pression. D'accord. Donc à l'équilibre des énergies, travail des forces de pression est égal à travail des forces de tension. Donc, ce qui me donne dWp est égal à dWt. Ceci donc, je fais l'égalité delta P fois 2pi L R dr égale à F 2pi dr. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. À quel niveau? Delta T. Pardon? Delta? Alors, delta B. Ça. Comment on a déterminé ça? Non, ça j'ai compris. Oui. La suite. Alors, pour les forces de tension. Alors, les forces de tension, donc c'est la force fois la variation de longueur de la circonférence. D'accord. La tension superficielle travaille en surface. Donc c'est la circonférence qui change. Donc, travail des forces de tension, donc c'est la force de tension, ok, fois la variation de longueur. Donc la variation de longueur, au début, donc en longueur c'était 2pi R, et puis c'est devenu 2pi fois R plus dr. D'accord. Donc variation de longueur, c'est quoi? C'est 2pi R plus dr moins 2pi R. Et ça me donne donc 2pi dr. Donc équilibre des forces. Donc les forces de pression égale à les forces de tension. Je vais prendre ce terme, delta P 2pi L R dr est égal à F fois 2pi R. Pardon? Pourquoi les forces de pression ne sont égales aux forces de tension? Pour qu'il équilibre. Équilibre. Le ballon que j'ai mentionné la dernière fois, donc il y a une force de pression. À la surface, c'est des forces de tension. Donc il y a équilibre, ça ne bouge pas. Donc les forces de pression, les forces de tension résistent aux forces de pression. De telle manière à ce que le système reste en équilibre, voilà, stable. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Très bien. Alors je continue. Je passe là. Alors donc vous avez donc delta P. Il y a des choses qui se simplifient. 2pi qui se simplifie, dr qui se simplifie, delta P fois L fois R est égal à F. Sachant que donc la tension superficielle gamma est égale à F sur la longueur L, d'accord? Ici c'est L. Donc gamma c'est F sur L. Donc je remplace F par sa valeur. Donc égal à gamma L. Donc ce qui me donne, au final, gamma, L qui se simplifie avec L, donc gamma est égal à delta P fois R. Donc la tension en superficielle est égale à variation de pression fois L. Donc il y a une linéarité, si je vois en gros. Donc ça c'est la tension superficielle en fonction du rayon. Donc vous voyez très bien que plus la tension superficielle augmente, voilà, donc
le rayon, plus je tire, plus le rayon augmente avec. D'accord? Donc ça c'est la loi de Laplace. Pour une conduite cylindrique. D'accord. Donc, septième point, diagramme tension rayon des parois vasculaires. Tension rayon des parois vasculaires. Okay. Alors, les vaisseaux sont des conduites essentiellement élastiques. Les vaisseaux sont des conduites essentiellement élastiques. Donc, c'est des choses que vous avez fait soit en anatomie, soit en histoire. Donc, vous avez donc vu la structure histologique des vaisseaux en diagramme. D'accord. Très bien. Donc, ça contient donc de l'élastine, du collagène, des fibres musculaires. C'est ça. Ok. Donc, les vaisseaux sont des conduites essentiellement élastiques. L'aorte et les gros artères principalement. Du fait de l'élasticité des vaisseaux, ils permettent de passer d'un écoulement pulsatif à la sortie du cœur vers un écoulement permanent. D'accord. Donc, ils pompent normal. Donc, elle tourne. Donc, elle va nous donner un débit permanent. Donc, on voit la pression équilibrée par cette pompe en fonction du temps. Donc, ça va faire la chose suivante à la sortie. D'accord. Par contre, le cœur est là un régime pulsatif. D'accord. Donc, lorsqu'il éjecte donc, le sang, donc, la tension va osciller entre deux valeurs, qui est la tension systolique et la tension diastolique. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle donc un écoulement pulsatif. Du fait de l'élasticité de l'aorte et des vaisseaux, des gros vaisseaux, juste après, qui viennent après. Alors, du fait de l'élasticité, donc, ils absorbent ces chocs-là. Donc, genre, lorsqu'il y a une surpression, donc, ils se dilatent. Lorsqu'il y a une baisse de pression, ils se rétrécissent. Donc, au niveau de la pression systolique, donc il y a une surpression, donc il se dilate, il emmagasine de l'énergie. Donc lorsqu'il passe à la pression diastolique, il se rétracte, il substitue cette énergie. Et au fur et à mesure qu'il se déplace dans les artères, donc ce phénomène pulsatif donc, va disparaître. D'accord. Jusqu'à atteindre au niveau des capillaires, on va trouver un écoulement pratiquement permanent. D'accord. Donc il y a cette pulsalité de l'écoulement, donc ce phénomène pulsatif de l'écoulement donc va disparaître dans les artériaux et dans les capillaires. D'accord. Et on va retrouver un écoulement permanent. C'est dû à quoi? C'est dû à l'élasticité des vaisseaux. D'accord. Est-ce que c'est clair ce point? C'est bon? Très bien. Donc, les vaisseaux sont des conduites essentiellement élastiques. Ils permettent de passer d'un écoulement pulsatif à la sortie du cœur à un écoulement permanent, continu dans le réseau circulatoire. Pour une paroi parfaitement élastique, donc un comportement élastique, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, attention, superficielle est égal à module de Young 2 divisé par R0 par R moins R0. Donc, on a vu que la courbe était comme ça, en fonction du rayon du vaisseau. Ça, c'est la tension superficielle. D'accord. Donc, pour une paroi parfaitement élastique, donc ici, vous avez un comportement parfaitement
élastique. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, en théorie, la dilatation, le rayon augmente, la dilatation du vaisseau ne s'arrête pas, elle augmente de manière indéfinie. D'accord? Or, dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on remarque, ce n'est pas ce qu'on voit. La composition réelle des parois impose une variation non linéaire. Du fait de la composition différente des parois, donc cette linéarité va disparaître. Donc, on obtient un comportement qui n'est pas linéaire de la tension avec le rayon. Donc le rayon n'augmente pas de manière indéfinie avec l'augmentation de la tension. D'accord? Donc il n'y a pas de linéarité. En réalité, la tension augmente plus vite que le rayon. La réalité, c'est quoi? La tension augmente plus vite que le rayon. Donc elle a ce comportement. Mais ce n'est pas celui-là. D'accord? Donc les vaisseaux contiennent en proportion variable selon leur nature, ça diffère, ce que vous avez vu en histo, 4 types de tissus. L'endothélium, l'élastine, le collagène et les fibres musculaires. D'accord? Donc c'est différents composants qui constituent donc, les vaisseaux. Donc l'endothélium, l'élastine, le collagène et les fibres musculaires. Donc la tension peut varier selon leur degré de concentration. Donc, je vous donne un tableau donc, qui caractérise ces différents composants. Donc, le tissu, s'il s'agit donc des fibres musculaires, donc la tension des fibres musculaires est de 50 newtons par mètre, tension superficielle. Donc, l'élastine, il possède donc une valeur de 3000 newtons par mètre. Le collagène, une valeur de 10 puissance 6. Donc, vous voyez la disparité qu'il y a pour la tension superficielle de ces différents composants. D'accord. Donc, selon donc la composition des vaisseaux, donc le comportement du vaisseau change. Donc, il n'adopte pas un comportement purement élastique. Donc, il y a au début donc, la composante élastique qui se manifeste, et puis à la mesure, donc, vu la constitution des vaisseaux de collagène, qui a une tension superficielle très importante, donc ça résiste à la déformation. Donc, la tension superficielle, lorsqu'elle augmente, le rayon ne suit pas, n'augmente pas de manière proportionnelle. D'accord? Donc, le rayon augmente très peu au-delà d'une certaine valeur. Vous voyez? Au-delà d'une certaine valeur, le rayon augmente très peu avec une forte augmentation de la tension. Donc, ce qui permet de protéger les vaisseaux. D'accord? Donc, la paroi contenant le collagène est moins déformable. D'accord? Par rapport aux parois qui contiennent de l'élastine. Donc, selon la composition du vaisseau, la relation entre la tension de la paroi artérielle et le rayon n'est pas le même. D'accord? Donc, selon la composition, donc, ça change. Très bien. Donc, la loi qu'on trouve expérimentalement, donc la loi de Hooke, comme on vient de le voir, on présente le comportement suivant, c'est linéaire, mais pour les vaisseaux, ce qu'on trouve expérimentalement, donc vous avez ça, donc ça c'est le comportement de l'élastine. Donc la loi de Hooke pour l'élastine, celle-là. Donc ça, c'est la loi de Hooke pour le collagène.
Donc le comportement qu'on trouve pour les vaisseaux, on trouve le comportement suivant. D'accord? Donc voici la courbe tension. La courbe tension, rayon pour les vaisseaux. D'accord? Donc ça c'est le comportement réel. D'accord? Donc ça c'est R0, le rayon du vaisseau. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a aucune tension n'est appliquée sur le vaisseau. C'est rayon R0, lorsqu'il n'y a aucune tension n'est appliquée. Est-ce que c'est clair? Jusque là? C'est bon. Alors maintenant, donc ça c'est le diagramme tension-rayon. Donc on a vu qu'elle dépend de la composition du vaisseau. Donc à savoir que la composition du vaisseau, donc il y a de l'élastine, on retrouve son comportement ici, et avec le collagène, il résiste donc à la déformation. Donc à une forte augmentation de tension, le rayon n'augmente pas beaucoup. Pourquoi le collagène commence par R0? Pardon? Pourquoi il commence par R0? Par R0. R0 c'est le rayon. Oui. Lorsqu'il n'y a aucune tension n'est appliquée sur la veine ou l'artère. D'accord? Au moment où je commence à appliquer une tension, donc il va se déformer. D'accord? Donc ça commence à partir de R0. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le point d'équilibre, de fonctionnement d'une artère ou d'une veine. Voilà. Donc, quel est le rayon que le vaisseau va adopter pour une tension donnée et pour une pression donnée? D'accord? Et donc, pour cela, on va chercher le point d'équilibre. Donc, 8e point. Point d'équilibre. Pression, tension, rayon. Pression, tension, rayon. Ok. Alors, pourquoi les 3 points? Donc, il y a la tension superficielle du vaisseau qui possède un certain rayon. À une pression appliquée sur le vaisseau, quelle va être donc, la réaction, la tension retrouvée et le rayon que le vaisseau va adopter. Ce qu'on appelle donc point d'équilibre. Donc, pour une artère élastique, R0 est le rayon de base. Donc, il n'existe aucun gradient transmural. Est-ce que c'est clair? Gradient, donc, c'est différence de pression. D'accord? Donc, pour une artère élastique, R0, ce que je vous ai expliqué ici, donc c'est, voici l'artère, R0, c'est ça. Quand il n'y a aucune pression exercée sur lui, pression transmurale. Donc, différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur égale à 0. D'accord. Donc, R0 correspond à ΔP égale à 0. D'accord. Donc, pour une artère élastique, R0 est le rayon de base quand il n'existe aucun gradient transmural de pression. Elle est composée de fibres d'élastine et de collagène. Donc, cette artère. Donc, la relation tension-rayon est établie expérimentalement. C'est là. La relation tension-rayon est établie expérimentalement. Au début, la paroi de l'artère est très extensible grâce à l'élastine. Donc, elle est très extensible grâce, donc ça c'est le comportement de l'élastine. Vous voyez, elle est très extensible grâce à la présence de l'élastine. D'accord? Puis, se délate moins à cause de la présence du collagène. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Se délate moins grâce à cause de la présence du collagène.
Donc pour une artère de rayon R, si nous considérons une pression à l'intérieur du vaisseau générant un gradient transmural de pression delta P est égal à P intérieur moins P extérieur. Donc maintenant, si j'applique donc une pression transmurale, donc de l'intérieur vers l'extérieur, d'après la loi de Laplace, vous avez TS égale à delta P fois R. D'accord. Donc, la valeur de la tension correspondant à la valeur R est donnée par cette relation. Delta S. TS est égal à delta P fois R. C'est une droite, donc la pente n'est autre que le gradient transmural de pression. Donc, celle-là, TS, en fonction du rayon. Elle est comme ça. Donc, la pente de cette courbe n'est autre que delta P. Donc, vous voyez ici tangent alpha égale à quoi? Est égal à delta P. D'accord. Si la pente est faible, vous aurez ça. Si la pente est importante, vous aurez ça. D'accord. Donc, delta P n'est autre que la pente de cette droite. C'est bon? Très bien. Donc, c'est une droite, donc la pente et le gradient transmural de pression qui quantifie la tendance à la dilatation. Donc, la tension superficielle créée par les fibres qui composent la paroi de l'artère sont données par la courbe suivante. Donc, la tension superficielle qui sont données par les fibres qui composent la paroi est donnée par ce comportement. D'accord. Donc, deux phénomènes s'appliquent au niveau de la paroi du vaisseau. Donc, il y a deux choses contradictoires. D'accord. Le gradient transmural de pression qui tend à dilater les vaisseaux, donc il y a le gradient de pression delta P qui tend à dilater le vaisseau. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième, les propriétés élastiques du vaisseau qui tendent à contracter le vaisseau. Est-ce que c'est clair? Je pense que vous soufflez dans un ballon. Donc, la surpression tend à faire gonfler le ballon. Les tensions superficielles du ballon tendent à limiter le rayon. D'accord? Donc, il y a donc, ces deux forces qui travaillent pour avoir l'équilibre. Ici, c'est exactement pareil. Donc, il y a les forces de pression transmurale qui tendent à augmenter donc, le rayon de l'artère et les forces de tension superficielle qui tendent à retenir l'artère en place. D'accord? Très bien. Au final, le vaisseau sanguin aura un rayon qu'on nomme rayon d'équilibre. Donc, il va y avoir un rayon d'équilibre. Un rayon d'équilibre RE. D'accord. Donc, il y a les forces de pression du haut gradient de pression transmurale et les forces de tension qui maintiennent l'artère. Donc, à l'équilibre, donc vous aurez un rayon de l'artère qu'on nomme rayon d'équilibre. D'accord. Très bien. Tel que les deux relations soient vérifiées simultanément. Donc, ces deux relations-là doivent être vérifiées simultanément. D'accord. Les relations, c'est quoi? C'est la loi de Hooke qui est donnée par le comportement réel. Donc, ça, c'est la loi de Hooke. Dans le comportement réel, bien évidemment. OK? Et la loi de Laplace. Donc, ces deux lois doivent être vérifiées simultanément. Est-ce que c'est clair ce point? Donc, celle-là est vérifiée, celle-là est vérifiée. Très bien. Donc, au final, le vaisseau sanguin aura un rayon comme notre rayon d'équilibre, tel que les deux relations soient vérifiées simultanément. Ce rayon d'équilibre correspond au point d'intersection, vous voyez bien, au point d'intersection des deux. D'accord? Donc,
d'intersection des deux courbes, donc TS en fonction de R et TS égale à delta P fois R. Donc je prends les deux courbes, je les superpose. Voilà. Donc ça c'est la loi de Hooke pour le comportement réel. Et ça c'est la loi de Laplace qui me donne donc le TS en fonction de R, donc la pente est delta P. L'intersection des deux courbes me donne le rayon des courbes. Est-ce que c'est clair ce point? Est-ce que c'est clair ce point? D'accord? Donc, les deux lois s'appliquent sur le vaisseau. Les deux lois s'appliquent sur le vaisseau. D'accord? Donc, et celle-là, et celle-là. Donc, en représentant les deux lois sur le même graphique, je trouve un point d'intersection. Donc, ce point d'intersection correspond au rayon d'équilibre. Pour quelle raison? Donc, celle-là a tendance à dilater, celle-là a tendance à contracter. D'accord? L'intersection entre les deux me donne le rayon d'équilibre entre la dilatation et la contraction du vaisseau. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, ça c'est très très fondamental cette notion. Donc, tout déplacement qui éloigne le système de sa position d'équilibre le ramène à cette position. Tout déplacement qui éloigne le système de sa position d'équilibre le ramène à la position d'équilibre. Donc, si R est supérieur à R0, alors, si R est supérieur à R0, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on crée une surpression. D'accord? Donc, delta, cette courbe augmente. Delta P augmente, donc la pente augmente. Donc, il s'éloigne. Donc, R augmente. D'accord? Donc, la tension élastique est supérieure à celle de la loi de Laplace. Oui. Déplacement de la position d'équilibre ramène le système à la position d'équilibre. Non, il ne va pas y avoir un autre point d'équilibre. D'accord? Si par exemple j'éloigne, d'accord, j'essaie d'augmenter la pression, donc les forces de tension travaillent. Les forces de tension travaillent de telle manière à ce qu'elles ramènent le système à sa position d'équilibre. D'accord? Plus de tension. Elle va ramener, donc elle va résister à la surpression, delta P. D'accord? Donc les forces de tension vont travailler de telle manière à ce qu'ils ramènent le système à sa position d'équilibre. Elles résistent à la surpression. D'accord? Merci pour la question. Donc, la tension élastique est supérieure à celle due à la loi de Laplace, donc l'artère se contracte vers rayon d'équilibre. C'est ce cas-là. Maintenant, si la tension superficielle donc, augmente, s'il y a sur l'augmentation de la tension superficielle, donc les forces de pression vont résister. D'accord? Les forces de pression vont résister de telle manière à ce qu'ils ramènent le système à la position d'équilibre. D'accord? Donc la tension élastique est inférieure à celle de la loi de Laplace, donc l'artère se dilate vers haut. Donc, maintenant, si la tension est inférieure à la tension d'équilibre, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? La tension inférieure. Donc les forces de pression travaillent, vont augmenter, donc les forces de pression travaillent de telle manière à ce qu'ils ramènent le système à la position d'équilibre. Donc en permanence, donc, il y a un travail d'équilibre qui se fait entre les forces de tension et les forces de pression pour ramener le système à la position d'équilibre. Ça va? Non, le ramène. Voilà. Oui, voilà. Donc, de telle manière à ce qu'il ramène vers la position d'équilibre. Alors maintenant, dernière fois qu'on va traiter, évolution avec la pression transmurale. Lorsque la pression intérieure varie, donc delta P transmurale varie, P
intérieur varie. Donc, delta P variable. Donc, la pression transmurale varie avec. La pente dans la courbe ici, tension superficielle, tension du rayon. Donc ça, delta P. Donc la pente, dans la loi donc TS est égal à delta P fois R, donc varie. La pente varie. Si delta P change, la pente change avec. D'accord? Ce qui conduit à la variation du rayon d'équilibre. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc lorsque delta P diminue, donc le rayon diminue. Donc delta P augmente, le rayon augmente. Lorsque la pression transmurale diminue, donc il y a une contraction, donc le rayon diminue. Donc lorsqu'il y a surpression, le rayon augmente. Très bien. Donc vous aurez différentes valeurs. De la pression. Donc ça c'est delta P1, delta P2, delta P3. Donc pour chaque pression transmurale, vous avez un rayon d'équilibre. Donc ça c'est R1 qui correspond à delta P1, R2 qui correspond à delta P2 et R3 qui correspond à delta P3. Je croyais que la tension devait changer aussi pour ramener l'équilibre. Pardon? Non, par exemple, la tension elle change. La tension artérielle, elle change. Si la tension augmente, donc c'est la pression qui augmente. Lorsque la pression augmente, bien évidemment, le rayon augmente, le rayon d'équilibre. Oui, mais j'avais cru que la tension superficielle, elle va augmenter aussi pour compenser, si on veut, l'augmentation de la tension. Donc elle va évoluer avec. Elle va évoluer avec. Donc la pression augmente, donc le point d'équilibre change de position à ce moment-là. Vous avez dit pourquoi ça change. Tout à l'heure. C'est une variation. C'est une variation tout à l'heure. Puisque nous avons dit autour d'une position d'équilibre. Pour une variation de pression, voilà, donc il y a des forces de tension. Donc le point d'équilibre, c'est quoi? Le système se ramène à une position. C'est un petit peu quand vous avez une bière dans un creux, comme ça. D'accord? Si vous déplacez la bière, ça c'est une position d'équilibre stable. Si vous déplacez la bière de cet endroit, donc qu'est-ce qu'il va faire? Elle va revenir. C'est exactement pareil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre pression et tension. D'accord? Ah, très bien. Donc c'est un point d'équilibre. Maintenant, si la pression augmente, donc c'est la pente qui va augmenter. Donc le point d'équilibre va se déplacer, va changer de position. Mais après ça, nous avons la tension superficielle qui va aussi changer pour le rayon. Voilà. Donc voilà. Par exemple pour delta P1, voici la position d'équilibre. C'est R1. J'ai une certaine valeur de tension superficielle TS1. D'accord. Pour maintenir ce point à cet équilibre stable. Ok. Si maintenant la pression augmente, par exemple la pression artérielle augmente vers delta P2. D'accord. Donc la tension superficielle évolue avec TS2. Donc c'est une autre tension qui s'applique sur l'artère. Donc il y a plus de tension. Elle a augmenté. Donc la tension qui est appliquée sur l'artère est plus importante à ce moment-là. Vous voyez? Donc ça correspond à un autre point d'équilibre, donc qui correspond à R2. Donc l'artère est gonflée. Donc on a plusieurs rayons d'équilibre. Voilà, plusieurs rayons d'équilibre selon la valeur de la pression. Donc on fait égalité entre les deux courbes, loi de courbe et loi de Laplace. Donc c'est ça qui va me donner donc, le point d'équilibre. Donc le pouls que vous sentez dans une artère, dans une pupille, le pouls est lié aux variations de pression. La pression augmente et diminue. D'accord? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va sortir du cœur. Le régime est pulsatif. Le régime est pulsatif. D'accord? Donc, entre pression systolique et diastolique, donc il y a une variation de pression.
Donc à la pression, ça par exemple, ça c'est systolique. J'enlève ça. Ça c'est diastolique. D'accord? Donc en permanence, donc pour les vaisseaux proches du cœur, donc en permanence, donc ils se dilatent et ils se contractent. Vous voyez? Ils se dilatent et ils se contractent. Donc ils passent d'un rayon R1 vers d'un rayon diastolique vers un rayon systolique. D'accord? En permanence. Donc, le fait que la pression donc, change, voilà, la pression change entre pression systolique et pression diastolique. Donc automatiquement, le point d'équilibre migre avec, il change avec. De telle manière donc, est-ce que donc l'artère se dilate et se contracte. D'accord? C'est ça donc qui nous donne l'association du dos du cœur. Donc les propriétés élastiques des artères sont responsables de la transformation du débit sanguin pulsatile en un débit permanent. Donc ce sont donc ces déformations au bout d'un certain temps, donc elles absorbent ces variations et ça devient donc un écoulement permanent. L'écoulement du sang, au bout d'un certain temps, devient permanent. Ne reste plus pulsatif. D'accord? Hein? Grâce à cette propriété d'élasticité de l'or et en même temps des veines proches du cœur. Les artères. Les artères qui sont proches du cœur. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, est-ce que c'est clair? Donc, genre, il y a un échange d'énergie entre les parois et le sang. De telle manière, à fur et à mesure, donc ça diminue cette pulsalité du sang, du débit. Pardon? Pardon? Voilà. Alors, si les fibres étaient rigides, cette pulsalité, on va la retrouver en amont et en aval. Le fait que c'est élastique, donc cette élasticité va absorber, c'est un amortisseur, va absorber ces chocs-là. De telle manière, à fur et à mesure, la tension se stabilise au bout de certaines valeurs. Au niveau des artérioles, cette pulsalité a disparu. L'écoulement devient permanent. Au niveau des grosses artères, elles sont élastiques. Donc, le comportement de l'écoulement est pulsatif. Mais avec l'élasticité des artères, ça c'est en voyant, vous avez certainement vu ça pour la pression artérielle. Donc ça c'est au niveau de l'aorte. En mesurant la pression, donc ça passe entre systolique et diastolique. D'accord? Ça c'est les artères. Au niveau des artérioles, pratiquement la pulsalité diminue. Donc en mesurant la pression du sang au niveau des artérioles et au niveau des capillaires, on trouve un écoulement permanent. Est-ce que c'est clair dans ce point-là? Ça c'est dû à quoi? À l'élasticité des artères. C'est-à-dire qu'elle absorbe les chocs. Donc quand ça passe dans une artère comme ça, non, je sentais le coup. Donc c'est élastique. Donc ça monte et puis ça redevient. Si c'était rigide, est-ce que vous allez sentir? Non, vous n'allez rien sentir. Donc c'est l'élasticité des artères qui fait qu'on sent le coup.